cas, on a des éléments assez inquiétants chez le rongeur. Les neurones qui vont survivre, donc j'ai dit tout à l'heure, vont se différencier, ils vont se connecter avec d'autres neurones, et ils vont établir, notamment au niveau du cortex, ce qu'on appelle les cartes corticales. Vous savez que le cortex est régionalisé, il y a une partie du cerveau qui sert à la motricité, une partie qui sert au langage, une partie qui sert au calcul, etc. Donc ce qu'on appelle les cartes corticales, et ces cartes corticales sont assez conservées d'un individu à l'autre, et sont extrêmement importantes pour le fonctionnement cérébral. Alors l'alcool ne va pas modifier fortement l'expression de ces cartes, donc on ne s'attend pas à avoir des catastrophes complètes. Néanmoins, chez le rongeur, on a pu montrer que l'alcool était capable de retarder de manière significative l'établissement de ces cartes. Donc on va changer la chronologie. Alors quelles sont les conséquences à long terme de ce changement de chronologie? Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, on perturbe la mise en place de ces cartes. Ici, un exemple, on a une carte corticale assez particulière chez le rongeur qui est en fait la projection des vibrisses, donc les vibrisses sont sur le museau des rats et des souris qu'ils utilisent beaucoup pour explorer l'environnement. Donc c'est très important pour ces rongeurs qui vivent la nuit. Et en fait, il y a une projection de chaque vibrisse au niveau du cortex. Ici, chaque petit rectangle ou carré foncé correspond à la projection exacte d'une vibrisse sur le cerveau. Alors on voit que la carte corticale de ces vibrisses chez l'animal exposé à l'alcool est identique au contrôle, donc il n'y a pas de différence. Néanmoins, si vous regardez plus précisément la diapositive, on voit que chez l'animal contrôle, à 29 jours postnatal, la carte est établie définitivement, et chez l'animal exposé à l'alcool in utero, il faut 2 jours de plus. Vous allez me dire 2 jours, c'est pas grand-chose. En fait, 2 jours chez le rongeur, c'est beaucoup. La grossesse dure 20 jours, donc 2 jours, c'est à peu près 10% de la grossesse. Si on transpose par une règle de 3 plus simpliste chez l'homme, ça fait un mois de retard. Un mois, ce n'est pas du tout non négligeable. Donc l'alcool, clairement, va retarder, va perturber la mise en place de ces cartes corticales, avec potentiellement des impacts sur la fonction de ces cartes, puisqu'on va désynchroniser en fait le développement cérébral. Alors, en termes de rééducation, assez souvent chez l'animal, lorsqu'on fait une lésion cérébrale en anténatal par exemple, et qu'on fait ce qu'on appelle l'environnement enrichi, on a tendance à contrebalancer cet effet délétère de la lésion. Alors qu'est-ce que c'est l'environnement enrichi? C'est rien de plus qu'un terme un peu noble pour appeler ce qu'on fait depuis longtemps, qui est la rééducation. Donc la rééducation, la stimulation, essayer d'augmenter les inputs sensoriels qu'un enfant est exposé. Et donc on a pu montrer maintenant chez l'animal qu'effectivement, si on enrichit l'environnement, et c'est assez facile chez l'animal, puisqu'on dans la cage, on met des jeux, on met quelques animaux en plus, donc on rend l'environnement social et stimulatoire plus important. Dans plusieurs modèles lésionnels, notamment quand on fait des lésions qui ressemblent aux accidents vasculaires cérébraux, cet environnement enrichi va contrebalancer les effets délétères de la lésion, c'est-à-dire qu'on va corriger partiellement le déficit moléculaire, mais également le déficit fonctionnel de ces animaux. Et donc c'est un grand pan de recherche actuellement de voir comment et par quel mécanisme cet environnement enrichi peut restaurer des fonctions perdues. Alors dans le cas de l'alcool, c'est un petit peu embêtant, c'est parce qu'en fait, je vais vous montrer, expérimentalement en tout cas, que l'environnement enrichi a plutôt tendance à renforcer les effets délétères de l'alcool. Et ce qui peut être expliqué pourquoi, cliniquement, on a parfois, au contraire, des syndromes cliniques qui ont tendance à s'aggraver plutôt qu'à s'améliorer, malgré la rééducation qu'on met en place. Alors encore une fois, c'est chez l'animal, bien sûr, l'extrapolation doit se faire avec précaution. Alors ici, les auteurs chez le rat, ils ont regardé en fait l'expression d'un facteur de croissance, un facteur neurotrophie dans le cerveau, qui est important pour le fonctionnement cérébral, notamment pour la mémoire, ce qu'on appelle un neurotrophine 3. Ils ont regardé donc l'expression dans l'hippocampe dans 4 groupes. Donc, les animaux en blanc qui sont les contrôles, les animaux en gris qui sont des animaux autres contrôles qui sont des chats, donc c'est-à-dire traités de la même façon que les autres mais sans le stimulus. Puis en assuré, ce sont des animaux qui sont exposés à des faibles doses d'alcool et en noir à des fortes doses d'alcool. Alors là, tous les animaux sont isolés. On voit que la forte dose d'alcool a une tendance, même si ce n'est pas significatif, à augmenter un peu le taux de neurotrophine. On va se dire très bien, c'est peut-être un phénomène compensatoire. Maintenant, mais les animaux, une fois qu'ils sont nés dans un environnement un peu plus social, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les animaux tout seuls dans leur cage, une fois qu'ils sont adultes, on va les mettre 3 par 3, donc il y a un peu plus d'interaction, et on voit qu'en fait, il n'y a pas grande différence, les 4 groupes sont à peu près identiques. Maintenant, on met les animaux dans un environnement enrichi, avec une petite roue, les animaux peuvent jouer, les animaux peuvent interagir, il y a des différents petits jeux dans la cage, il y a un nid plus cossu pour les animaux, et on voit qu'en fait, tant la faible dose d'alcool que la forte dose d'alcool, cette fois-ci, un effet très important combiné à l'enrichissement de l'environnement. On a pratiquement un doublement du taux de la neurotrophine dans le cerveau. Vous allez me dire peut-être c'est très bien d'augmenter le taux de neurotrophine. Néanmoins, on n'est pas certain que de perturber la nature, ce soit toujours bien. En tout cas, ce que démontre cette étude, c'est que l'environnement enrichi, donc ce qui théoriquement devrait avoir un effet contrecarrant l'effet de l'alcool, a plutôt aussi un effet potentialisant l'effet de l'alcool, l'effet délétère de l'alcool. Donc on a l'impression que dans ce modèle animal, en tout cas,
le fait d'intervenir après la naissance n'est pas toujours capable de contrecarrer l'effet de l'alcool et peut-être dans certains cas a un effet qui a tendance à aggraver les effets initiaux de l'alcool. Donc ce qui complique les choses en termes de rééducation. Alors ça, c'est les effets un peu globaux, un peu en termes macroscopiques, anatomiques. Est-ce qu'il y a des corrélats moléculaires, ce qui permet toujours de montrer la spécificité et de démontrer bel et bien la réalité des effets. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais les dernières années ont permis de grandes avancées et ont permis petit à petit d'approcher certaines molécules qui semblent jouer un rôle clé dans la médiation des effets de l'alcool sur le cerveau en développement. Alors ça, c'est un travail avec Valérie Lallemand, Metzger à Paris 7. Et en fait, elle s'intéressait de manière un peu indépendante à un facteur qu'on appelle le facteur de choc thermique, HSF, qui existe sous deux formes, HSF1 et HSF2, qui est en fait, comme le nom l'indique, au départ, une façon qu'a la cellule de répondre lorsque la température augmente. C'est une sorte de signal pour la cellule que quelque chose se passe dans son environnement, notamment que la température augmente, mais également cette molécule augmente en cas de différentes intoxications, comme un métaux lourd. Et plus récemment, il a été montré que l'alcool également agissait, en tout cas signalait à la cellule qu'il y avait de l'alcool via ce système HSF. Donc c'est une sorte de système de réponse aux stress environnementaux. Et ce qu'il a pu montrer récemment, c'est qu'en tout cas chez la souris, normalement au cours du développement précoce de l'embryon, c'est la forme HSF2 qui est active, alors que la forme HSF1 est inactive par des mécanismes chimiques. Et notamment au cours de la migration neuronale, le fait qu'HSF2 soit actif, il permet l'expression de gènes importants pour le contrôle de cette migration neuronale. Et ce qu'il a pu montrer récemment, c'est lorsqu'on soumet ces souris à de l'alcool, donc via la mère, en fait, HSF1, qui normalement est inactif, devient actif dû à l'alcool et prend la place d'HSF2. En prenant la place d'HSF2, il va induire la production d'autres gènes que ceux normalement induits par HSF2. Donc on a un switch, un changement d'expression de gènes, et ceci pourrait expliquer les perturbations que je vous ai montrées tout à l'heure, la migration neuronale, en tout cas participer au problème de migration neuronale. C'est en fait un changement assez modéré, puisqu'on passe d'une forme à l'autre d'une même molécule, mais ça suffit visiblement à changer complètement le profil d'expression de différents gènes importants pour la mise en place du développement cérébral. Alors, comme vous le savez tous, malheureusement ou heureusement peut-être, nous ne sommes pas tous égaux devant l'alcool, et en particulier les fœtus ne sont pas tous égaux. Devant une même consommation d'alcool, certains fœtus en sortent pas mal et d'autres, au contraire, c'est une catastrophe. Alors on commence seulement à approcher cette question. Jusqu'à présent, on prenait des souris qui sont assez, comme tous des frères jumeaux, c'est des souris consanguines, donc qui sont à peu près toutes les mêmes, qui ne permettaient pas de mettre en évidence des facteurs justement de susceptibilité, au contraire de résistance d'une souris à l'autre. Donc les travaux ont commencé à être réalisés dans ce sens-là, et donc les gens ont commencé à comparer différents types de souris avec un fond génétique différent. Alors juste un exemple, ici on regarde la mort neuronale, donc plus la barre est grande, plus il y a de neurones qui meurent, et en prenant deux souris différentes avec un fond génétique différent, on voit que les noirs sont protégés et les gris clairs sont nettement aggravés. Donc en ayant un fond génétique différent, on peut montrer que l'alcool a des effets très différents. C'est dans deux régions cérébrales différentes, l'hippocampe à droite et le cortex cérébral. Dans les deux régions, c'est la même chose. Le fait d'être noir, ce n'est pas la couleur de la souris, le fait d'avoir le fond génétique ici représenté en noir vous rend beaucoup plus résistant que le fait d'avoir le fond génétique gris. Donc clairement, on va probablement dans les années à venir mettre en évidence des facteurs soit de résistance, soit de susceptibilité à l'alcool. Un autre exemple, et c'est peut-être quelque chose qui rend les choses un peu plus, peut-être un continuum, c'est que un peu par hasard au laboratoire avec Pierre Rustin, on a pu montrer que la fonction mitochondrienne, donc la façon dont la mitochondrie fonctionnait, pouvait avoir un impact sur la toxicité de l'alcool. Alors ici, on a deux animaux. En bleu, c'est les contrôles, donc ils ont 100% d'activité de leur chaîne respiratoire. Il y a différents complexes, comme vous le savez, dans la chaîne respiratoire, et donc ils sont tous à 100%. Et on expose à des faibles doses d'un toxique utilisé dans l'agriculture, la roténone, qui est un toxique du complexe 1 de la chaîne respiratoire. Et à faible dose, cette roténone va induire une réduction, certes réelle, mais modérée, de l'ordre de 40% de l'activité de cette chaîne respiratoire. Alors 40% de réduction, la souris se porte très bien, elle n'est pas malade du tout. Probablement que dans la salle ici, il y a certaines personnes qui ont ce taux d'activité de la chaîne respiratoire, alors que d'autres sont à 100%. Donc c'est une variation qui rentre dans la normalité. Effectivement, cette réduction de la chaîne respiratoire n'a pas d'impact sur si on soumet ces animaux à de l'alcool, sur l'éthanolémie. Donc en rose, uniquement l'alcool, et en orange, alcool plus roténone, on voit que les taux d'éthanolémie sont les mêmes et la glycémie n'est pas modifiée. Donc ce n'est pas un problème majeur du fonctionnement cellulaire. Néanmoins, maintenant, lorsqu'on regarde la mort cellulaire induite par l'alcool, on voit qu'ici, il y a des doses croissantes d'alcool, comme montré tout à l'heure, la forte dose induit un doublement de la mort cellulaire développementale.
La roténone par elle-même n'induit pas de mort cellulaire. Par contre, si on combine roténone et éthanol, on voit que maintenant, avec la roténone, donc lorsqu'on a bloqué modérément la chaîne respiratoire, la faible dose d'alcool qui au départ n'avait pas d'effet devient tout à fait toxique. Donc en combinant une réduction partielle modérée de l'activité mitochondriale, tout à coup les neurones deviennent extrêmement sensibles à des doses même très faibles d'alcool. Alors en conclusion, j'arrive juste au rouge, donc ça tombe très bien. Donc pour conclure, j'espère vous avoir convaincu qu'en fait l'éthanol était capable de perturber toutes les étapes du développement cérébral, donc il n'y a pas de bon moment pour boire de l'alcool, c'est toujours mauvais. Les mécanismes moléculaires commencent à être identifiés, ils sont multiples, et ce qui explique probablement que l'alcool peut perturber pratiquement toutes les étapes puisqu'il peut agir à différents niveaux. Et enfin, on commence à mieux comprendre, en tout cas à mieux approcher pourquoi nous ne sommes pas tous égaux devant l'alcool, probablement un rôle de la mitochondrie, mais également de facteurs génétiques et probablement d'autres facteurs qui restent à être identifiés. Merci beaucoup.